Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney et Antonin André pour parler de l'actualité. Maël en a touché un mot, cette audition de Patrick Cohen, très attendue. Thomas Legrand devant cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. La commission s'est poursuivie. Les échanges avec le rapporteur Charles Aloncle ont été tendus au cœur des discussions. Je le rappelle, cette diffusion de la vidéo montrant Patrick Cohen et Thomas Legrand avec des élus socialistes, leur assurant que Dati, on s'en occupe. Après la diffusion de la vidéo, le journaliste a dénoncé des méthodes de barbouze qu'il a répétées lors de la commission. Écoutons ce dialogue, cet échange assez vif entre Charles Aloncle et Patrick Cohen. Votre première réaction a été de contester la méthode en dénonçant une captation à votre insu, sans autorisation, jusqu'à confier à la Tribune du dimanche, je vous cite, « Tous les coups sont permis, c'est hallucinant, il s'agit d'un vol de conversation privée. » Vous ne vous êtes pourtant jamais offusqué publiquement de certaines méthodes employées par certains de vos confrères. Au contraire, vous saluez même régulièrement leur travail et leur utilité dans le débat public. Je pourrais aussi citer les propos que vous avez eus sur les méthodes employées pour enregistrer M. Wauquiez lors de l'une de ses conférences. Pourquoi ces méthodes vous semblent-elles légitimes lorsqu'elles visent d'autres personnes, mais inacceptable lorsqu'elle vous vise vous? Je n'ai aucun souvenir d'intervention concernant les méthodes pour les émissions que vous citez. Quant à Laurent Wauquiez, il délivrait des cours. Un cours face aux étudiants, est-ce qu'un cadre universitaire vous semble de même nature qu'une conversation informelle autour d'un café? Oui, mais Monsieur Cohen, le cours était un cours confidentiel qui n'était pas filmé. Vous déclariez, je vous cite, « Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu. Mais il y a une démarche journalistique tout à fait légitime. Vous évoquez alors, je cite, une saine curiosité. Qu'est-ce qui a changé depuis 2018, selon vous, Monsieur Cohen, pour que cette saine curiosité ne s'applique pas à vous? Comment se fait-il que votre curiosité ne s'étende pas à l'ensemble de la conversation que nous avons eue ce jour-là avec les responsables socialistes et non pas à quelques dizaines de secondes? Pardon, je vais le répéter tout au long de cette discussion. Je maintiens et je répète que les accusations que vous relayez résultent d'une manipulation, voire d'une falsification, et nous en ferons justice. Antonin André, un commentaire sur cet échange. C'est très malaisant en fait cet échange parce que des deux côtés on est gêné, c'est-à-dire que d'une part que les journalistes et éditorialistes expliquent à des responsables d'un parti qu'ils vont s'occuper, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur rôle qui consiste à interviewer, à essayer de faire avancer le débat politique, l'information, mais qu'ils deviennent d'une certaine façon partisans ou laissent entendre qu'ils le deviennent. Ce qui ne les empêche pas de mettre l'invité politique face à ces contradictions, oui. C'est pas le sujet. Oui, mais on comprend bien qu'il y a un malaise là. Il y a un malaise dans la crédibilité journalistique, dans la crédibilité de la parole publique, la parole des politiques. D'un autre côté, je vous avoue que je suis aussi mal à l'aise avec cette idée qui consiste à enregistrer des conversations dans un cadre, alors certes public, mais qui est dans le cadre de conversations dans un restaurant entre adultes responsables. Mais là, Charles Aloncle fait le parallèle avec un autre enregistrement. J'ai bien compris, voilà. Et c'est pour ça que Patrick Cohen est pris en défaut d'une certaine façon. Je vous dirais que je suis mal à l'aise avec les deux scènes, et je n'ai pas envie. Il m'arrive de prendre des cafés, voire de déjeuner avec des hommes politiques dans des restaurants. Ça vous arrive sans doute, Catherine, et peut-être vous, Pierre. Je serais assez mal à l'aise de savoir que je dois regarder derrière mon épaule pour savoir si on m'enregistre ou non, parce que c'est vrai que avec certains politiques que je connais depuis longtemps, parfois il y a une familiarité dans nos discussions qui font que je sors de mon rôle de journaliste. Mais vous ne dites pas, je vais m'occuper d'un tel. Non, je ne le dis pas, mais je peux avoir des propos familiers avec des politiques que je côtoie régulièrement et depuis longtemps, et je serais bien mari de me retrouver une partie de cette conversation enregistrée, diffusée pour qu'on me demande des comptes. C'est ça qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on entre dans une ère de suspicion que je trouve assez malsaine et malaisante. Moi, ça me met mal à l'aise. Catherine Ney. Oui, moi aussi, c'est un grand malaise parce que c'est, comme tu le dis très bien, on a eu des tas de déjeuners avec des hommes politiques qui étaient des gens dont on pouvait dire qui étaient d'une sensibilité similaire à la nôtre, ou pas forcément d'ailleurs. Pas forcément, mais dire à des gens dont là, en l'occurrence, c'était plutôt des hommes politiques qui étaient de la même tendance que Thomas Legrand, qui ne s'en cache pas, c'est de dire on va vous aider, on va démolir votre adversaire. Et ça, c'est absolument pas le rôle d'un journaliste. Voilà. Oui. Alors que maintenant, on change, enfin, en tout cas, dernier
un des derniers déjeuners politiques que personnellement j'ai fait, c'était par exemple dans un restaurant, mais on va au fond et alors on ferme une porte et du coup on est dans un petit salon parce que voilà, il y a une méfiance maintenant sur effectivement tous ces enregistrements qui peuvent être faits, sachant que en ce qui concerne Thomas Legrand, je vous rappelle les révélations d'Europe 1, effectivement, dernière d'Alexis de la Fontaine avec sa conversation avec Laurence Bloch. Oui, ça c'est extraordinaire, ça. Bah, je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais en tout cas, ce sont des révélations marquantes aussi sur, je ne sais pas si je peux dire un dogme, mais une façon de penser, une façon de diriger une chaîne, une station de radio, qui est, encore une fois, attendez, juste une dernière chose, Antonin André, qui est une chaîne, une station de service public. C'est ça. C'est là qu'est la limite. C'est ça. C'est-à-dire que le service public, il tient sa crédibilité et sa légitimité d'une forme de neutralité politique. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, cette neutralité politique, elle est questionnée, notamment par ses interventions de Thomas Legrand et ses discussions. Et c'est là qu'il y a un sujet. Et c'est pour ça qu'il y a cette commission d'enquête, en réalité. C'est parce que c'est de l'argent public. Au-delà de ça, effectivement, il y a des médias d'opinion, mais c'est vrai qu'ils sont financés par des fonds privés. Donc, un entrepreneur a le droit de financer un journal d'opinion. Et c'est vrai qu'on ne peut pas lui en faire reproche. On achète ou pas son journal. Point barre. Là, le service public, c'est vrai, a un devoir d'exemplarité qui va plus loin qu'un simple groupe de médias. Et c'est la raison pour laquelle il se retrouve aujourd'hui sous le coup d'une commission. Sachant que même quand il y a une opinion... Le général de Gaulle disait France Inter, c'est la voix de la France. Oui. Sachant que même quand il y a une opinion, il y a de l'information. C'est-à-dire que l'information reste la même. Il y a des éditos, après, qui permettent une opinion. Les éditos politiques, il y a des journaux. C'est ce qui fait le sel, d'ailleurs, d'une antenne. Enfin, un parti pris. Qui est un parti pris, voilà. Et justement, en ce qui concerne le parti pris de certains animateurs... Oui, je vais vous raconter une anecdote. Il y a le premier livre que j'ai fait, qui s'appelait Hold-up, arnaque et trahison, parlait des fraudes à l'élection de la direction du PS, du temps de Martine Aubry et de Ségolène Royal. J'avais interviewé un certain nombre de responsables socialistes, en off, comme on dit, mais parfois sur des sujets qui étaient extrêmement sensibles. Et quand le livre est sorti, on s'est dit avec mon co-auteur Karim Rissouli, on va tout publier en on. Donc on a cassé le off. Et je me suis retrouvé à déjeuner avec un responsable socialiste qui m'avait expliqué par le menu les fraudes, comment il s'était pris en magouillant les résultats des différents bureaux. Et il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit « tu as cassé notre amitié ». Et là je lui ai dit « mais pardon, nous n'avons jamais été amis. Je suis journaliste, vous êtes politique, nous sommes chacun dans notre rôle, et dans nos conversations, il ne faut jamais l'oublier. Et lorsque vous m'avez lâché des secrets qui étaient pour le moins explosifs et décisifs quant à la façon d'éclairer la vérité, vous avez pris un risque, mais jamais vous n'auriez dû considérer que j'étais votre ami. Et moi, je ne me suis jamais considéré, ni vous n'avez jamais considéré comme un ami. Donc on voit bien qu'il y a une frontière qui est parfois difficile à identifier, y compris même pour les politiques, et c'est dangereux. C'est dangereux. Et là, en l'occurrence, ceux qui se sont laissés aller à cette collusion ont été pris en flagrant délit. C'est un problème. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il attendait, cet homme politique? C'est assez étonnant. Il attendait que je ne dise pas la vérité. Mais il cherchait une connivence. De son mensonge. Et lui considérait que les relations que nous avions, qui étaient pour moi des relations de travail, étaient plus que des relations de travail. Quand vous interviewez un président de la République, Catherine en a connu beaucoup. Elle a connu Nicolas Sarkozy, et Dieu sait qu'elle a eu des liens de proximité avec eux. Je pense que même s'il peut y avoir de la considération et de la sympathie l'un pour l'autre, Nicolas Sarkozy est trop malin pour savoir qu'il a aussi face à lui une femme estimable à laquelle il peut être attaché, mais qui est une journaliste. Et si on perd de vue ce rôle de chacun dans l'espace public, eh bien on se brûle. Mais alors on peut parler du cas de François Hollande avec les deux journalistes du Monde, Davé et l'Homme, qui l'ont quand même grugé. Absolument. Parce que il pensait, François Hollande, que leur anti-sarkozysme, qui a été assez constant pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le protégeait parce qu'il était lui aussi anti-sarkozyste et qu'il pouvait leur parler volontiers que c'était un ami. Et parce qu'il a pensé, à cause de ça, que c'était un ami, mais eux, où ils l'ont grugé en disant « mais on ne publiera le livre qu'après la fin de votre… » Donc il a d'autant plus parlé qu'il pensait que c'était… François Hollande, qui est un grand pratiquant des journalistes, en la matière-là, c'est fourvoyé totalement. Il se trouve qu'au même moment, nous faisions un livre exactement sur le même procédé avec Karim Rissouli sur François Hollande. Donc on le voyait dans un cadre informel, mais on le voyait à l'Élysée.
et on lui avait expliqué le marché. François Hollande a accepté d'aller dîner chez l'homme, en présence de Davet, dans une espèce de configuration qui sort totalement du cadre d'une interview et d'un entretien avec un homme politique. Et là, on est un peu dans la situation que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il est allé dîner chez eux, trinquer avec eux, et effectivement, on voit bien qu'à l'aune de cette anecdote, il a oublié qu'il y avait une frontière à respecter. Il s'est laissé aller. Exactement. Et ça, c'est la limite à ne pas franchir. Justement, alors je reviens sur les prises de position de certains animateurs, et notamment de France Inter. Écoutez Caroline Parmentier dans cette même commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Caroline Parmentier, députée RN. Elle interroge Adèle Van Rett, la directrice de France Inter, sur la façon dont l'humour est au service de la politique au sein de la Maison Ronde. Ça fait 12 ans que Charline Vanhoenacker et sa bande pratiquent l'humour à sens unique sur France Inter. L'humour à gauche toute. Sauf qu'en fait d'humour, Charline Vanhoenacker déclarait dans Le Monde, je la cite, « France Inter, parce qu'elle est la première radio de France, est aujourd'hui un lieu de pouvoir. J'ai décidé de résister de l'intérieur au moment où l'Assemblée nationale compte plus de 140 députés RN. J'ai d'autant plus envie de prendre le micro. La direction m'a donné carte blanche. » C'est de l'humour, ça, Madame la directrice de France Inter? C'est de l'humour ou c'est du militantisme politique payé avec les impôts des Français? C'est pas une carte blanche que j'aurais donnée en particulier à Madame Charline Vanhoenacker dans ce contexte. C'est la liberté d'expression dont elle dispose chaque jour à l'antenne, elle comme tous les autres humoristes. Et nous sommes garants de cette liberté d'expression qui me semble indispensable aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Non. Non, pour moi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que Charline Vanhoenacker, effectivement, est aujourd'hui dans un militantisme. On le voit quand on l'écoute. D'ailleurs, au passage, moi, je trouve qu'elle n'est pas drôle du tout, mais ça, c'est un autre sujet. Je trouve que c'est assez peu intelligent, que ça manque d'esprit. Et c'est effectivement, si vous voulez, quand elle commence une phrase, je sais comment elle va finir. Et là, je pense qu'elle sort de son rôle d'humoriste. Je vais vous prendre un contre-exemple. Mathieu Noël, qui est un animateur de France Inter avec qui on a travaillé d'ailleurs à Europe 1, et qui avait un billet à la fin de la matinale, je l'ai toujours entendu se moquer, et vraiment sur le ton de l'humour, être pas tellement sur le terrain politique, de tous les politiques, quels qu'ils soient. Et je trouvais chez lui une forme d'équilibre ou d'adresse dans l'humour, toujours drôle et jamais militant, que je ne trouve pas chez Charline Vanhoenacker et chez beaucoup d'humoristes, dont certains ont d'ailleurs quitté la station parce qu'ils avaient franchi les bornes et qui sont aujourd'hui clairement dans un combat militant. Charline Vanhoenacker faisait partie de cette bande, elle animait une émission le dimanche qui faisait partie de cette bande, et c'était un tribunal politique où on se gossait entre gens qui pensaient la même chose, de toujours les mêmes cibles. Mais quand vous êtes animatrice dans une radio, encore une fois, de service public, donc qui est payée avec les impôts des Français, vous ne pouvez pas dire c'est un lieu de pouvoir. Et parce qu'il y a 140 députés du RN... Mais c'est ce que je vous dis. Oui, mais je le dis dans d'autres mots. Je le dis avec d'autres mots. Catherine Ney. D'expliquer son raisonnement, c'est incroyable. Mais je suis d'accord, j'ai écouté 2 ou 3 fois et moi, ça ne peut... Mais c'est pas drôle du tout, du tout. De plus, ça n'est pas drôle.